Quand on vous dit que l'argument, c'est la nature, c'est l'argument des prédateurs. On vous le dit, on vous le répète, vous ne voulez pas l'entendre. Si on suit cette logique implacable de c'est la nature, je rappelle qu'une enfant peut tomber enceinte dès l'âge de 12 ans. C'est à cause des hommes comme lui que nous sommes obligés de faire des lois pour tout et n'importe quoi. Nous sommes obligés de faire des lois pour contrer l'argument c'est la nature. Parce que l'argument c'est la nature te dit que tu peux mettre une enfant de 12 ans enceinte. C'est la nature, c'est l'argument des prédateurs et des pédophiles. On vous le répète, on vous le dit, ancrez-vous ça dans la tête. Demandez à un homme ce qu'est pour lui une bonne femme et regardez-le décrire une servante. J'ai envie d'essayer un nouveau format pour vendre mes formations. C'est pour ça que je vais aller tout à l'heure, avant d'aller manger chez mamie, je vais aller visiter la chapelle souterraine, la chapelle des Hobbits. J'avais prévu ça depuis longtemps. Voilà. Plus le temps passe, j'ai un bouton là, vous voyez ? J'ai pas envie de me rapprocher, de vous montrer mon bouton forcément. Non, on va rester de loin. Que disais-je ? Oui, plus le temps passe, plus j'ai une sorte de malaise. Surtout actuellement, vous imaginez bien. J'ai un vrai paradoxe avec l'intelligence artificielle. Je suis profondément convaincue de ses bienfaits pour l'homme et même de ses bienfaits pour l'environnement. Et d'un autre côté, je suis absolument convaincue qu'il va falloir résoudre les problèmes qu'elle pose. Et quand je parle des problèmes qu'elle pose, je parle de vrais problèmes, pas des problèmes individualistes. Parce que je vois trop de personnes, notamment à gauche, elles se placent contre l'intelligence artificielle, mais pour des raisons personnelles, pas pour des raisons collectives. Une personne de gauche qui me dit qu'elle est contre l'intelligence artificielle pour des raisons écologiques, je l'écoute et je la comprends. Mais ce n'est pas la majorité. Si vous saviez le nombre de personnes qu'il y a autour de moi qui se disent de gauche, qui ont une certaine conscience écologique et qui prennent l'avion 5 fois par an. Bon, ces gens-là, excusez-moi, je ne les écoute pas. J'ai beaucoup de mal avec les postures morales. Et c'est vrai que les postures morales, c'est quand même souvent à gauche. En ce moment, on en voit beaucoup d'ailleurs. Je ne sais pas si vous voyez ces vidéos de personnes qui disent qu'elles ont dû quitter leur domicile à cause des flammes et que du coup, les animaux sont restés à la maison, notamment les personnes qui vivaient dans une ferme. Et elles se font insulter dans les commentaires. Mais avez-vous déjà vécu des choses compliquées dans votre vie pour avoir aussi peu de recul sur les situations? Mais vraiment, hein. Avez-vous déjà vécu dans une ferme d'ailleurs? Car moi, j'ai vécu dans une ferme. Je peux vous dire que tu transportes pas des vaches comme ça dans ta voiture, quoi. Enfin, c'est un peu compliqué. Le mieux à faire, c'est de les laisser tant que le feu n'est pas là. Tu ne vas pas les libérer, c'est ridicule. Tu vas pas les mettre dans la nature, alors que ça peut être dangereux aussi pour les autres. Donc, tant que le feu n'est pas là, tu les laisses chez toi. Et quand le feu arrive, d'accord, tu les libères. On est tous d'accord là-dessus. Mais tant que le feu n'est pas là, toi, tu dois être évacué au cas où. Mais tu ne vas pas transporter tes vaches, ce n'est juste pas possible. Mais en même temps, tu ne vas pas les libérer alors que le feu n'est toujours pas là. Alors, vous savez, ces personnes qui disent on en a tous autour de nous. En plus, quand on les connaît personnellement, on sait que ce sont les plus égoïstes. Mais bon, ces personnes qui vont dire moi, je préfère les animaux aux humains. Qu'est-ce qui t'empêche d'aller vivre dans une forêt? Va vivre avec des oiseaux si tu préfères les animaux aux humains. C'est faux. Tout le monde sait que c'est juste des phrases qui donnent une posture morale. Ou les personnes qui disent les animaux sont plus intelligents que les humains. C'est faux aussi. Et je trouve que les personnes qui disent ça, en plus, elles disent ça en pensant avoir une certaine supériorité morale, alors qu'en fait, ça les rend juste bêtes, car elles ne sont pas ancrées dans le réel. Les hommes sont plus intelligents que les animaux. Cela ne veut pas dire que c'est une bonne chose. Au contraire, on voit ce que l'on fait de notre intelligence, ce n'est pas glorieux. Mais c'est juste un fait. Si tu dis le contraire, ça fait juste de toi une personne un peu neuneu. Je suis désolée, tu as regardé un peu trop de princesses Disney, tu es devenue la princesse neuneu. Et c'est pour ça que je remercie toujours de ne pas avoir eu une mère neuneu. Parce que j'aurais pas supporté avoir une mère comme ça. La gauche est aussi égoïste que la droite. L'homme est égoïste de base. Par exemple, quand des personnes de gauche vont dire qu'il faut arrêter l'IA car elle menace leur emploi, ou parce qu'elles utilisent des œuvres des artistes, je comprends ces inquiétudes, mais ce sont avant tout des intérêts individuels. Tu as peur pour ton emploi, les artistes ont peur pour leur création. Le droit d'auteur est un vrai sujet, les métiers qui vont disparaître aussi, évidemment, mais je ne pense pas que ce soit le problème fondamental. Toutes les grandes révolutions technologiques ont bouleversé le marché du travail. Avant qu'une nouvelle organisation apparaisse, on va trouver des solutions. J'ai confiance en l'homme, on va trouver des solutions.
Le sujet qui me préoccupe réellement, ce ne sont pas les droits d'auteur ou les pertes d'emploi, qui finiront de toute façon par se réguler. Ce sont des polémiques court-termistes. Le vrai sujet, c'est l'écologie. Aujourd'hui, les modèles d'intelligence artificielle consomment énormément d'énergie. C'est un fait. Et je comprends parfaitement que certains s'en inquiètent. Et dans ce même temps, en ce moment, j'allais dire partout dans le monde, peut-être pas, surtout en Amérique, mais des milliers d'ingénieurs travaillent précisément sur ce problème. Pas uniquement par conscience écologique, même si beaucoup en ont une, malgré ce que l'on pense. Je suis persuadée que ces personnes ont une conscience écologique, généralement parce qu'ils ont une vision long terme. Et, et de toute façon, plus tu es intelligent, plus ta vision du monde développe des consciences. Et donc ta conscience écologique est plus développée que la moyenne. Et quand on travaille à la Silicon Valley, par exemple, on est plus intelligent que les autres. Ils ont conscience de ce type de problème. Et je suis certaine qu'ils sont en train de les régler. Mais même si vous ne croyez pas en la conscience écologique de ces gens, dites-vous, et là je pense qu'on peut se mettre d'accord là-dessus, ils ont une conscience économique. Ça devrait vous rassurer. Un système qui consomme autant d'énergie n'est tout simplement pas viable sur le long terme. Donc il faut qu'ils trouvent une solution. Ils développent déjà des puces plus efficaces, de nouveaux systèmes de refroidissement, des architectures moins gourmandes aussi en énergie. Je n'ai évidemment pas du tout les compétences pour développer ce type de sujet, pour expliquer tout cela. Nous sommes encore au début de cette révolution et nous sommes encore dans une phase d'apprentissage, on apprend encore à marcher. On est encore en train de faire du quatre pattes. Comme toutes les technologies au début, elle est imparfaite. Si j'avais les moyens d'investir, c'est dans ce type d'innovation que je placerais mon argent. Tout ce qui permet de rendre l'IA plus efficace tout en consommant moins. Ouais, c'est ça. Être plus efficace en consommant... J'arrive pas à le dire, en consommant moins, c'est ça? J'ai l'impression que j'arrive pas à le dire. Toutes les micro-puces, là, vous savez, qu'ils sont en train d'inventer, je mettrais absolument tout mon argent là-dedans. Mais c'est dommage parce que je n'ai pas d'argent, donc je peux pas le faire. Mais si, si je pouvais le faire, je mettrais mon argent là-dedans. Voilà, au moins vous le savez. Alors oui, je continue à créer des formations d'intelligence artificielle parce que je suis certaine que les gens doivent apprendre à utiliser ces outils. Je suis persuadée que ça peut aider des gens, notamment des personnes qui ont besoin de se faire un petit peu de publicité, qui ne sont pas à l'aise devant la caméra, qui ne savent pas trop comment faire, des personnes qui osent pas montrer leur visage aussi. Aujourd'hui, il y a des solutions pour ça, pour tous ces petits commerces qui n'ont pas réussi à prendre la vague d'Internet et qui se retrouvent un peu en difficulté. Mais tout cela n'empêche pas de vouloir que l'intelligence artificielle devienne beaucoup plus respectueuse de l'environnement, parce que je pense que c'est compatible. On le voit d'ailleurs avec cette vidéo. C'est quand même plutôt une bonne nouvelle. Je pense qu'on peut défendre une technologie tout en restant lucide sur ses défauts. Les deux ne sont pas incompatibles. Je peux voir les défauts et les qualités de quelqu'un, comme ton ex. Aujourd'hui, j'ai conscience que si nous ne faisons rien, l'intelligence artificielle pourrait devenir un problème majeur, autant sur le plan écologique que sur le plan humain. Mais je crois aussi que toute innovation, au début, commence par être imparfaite. Au début, tout est inefficace, tout est un peu bancal. Puis, avec le temps, on améliore les procédés, on réduit les coûts, on optimise les performances. J'ai beaucoup d'espoir, vraiment. De manière générale, de toute façon, je ne fais pas partie des personnes qui pensent qu'il faut arrêter le progrès. Pas du tout. Le capitalisme, malgré ses limites, a permis à des milliards de personnes de sortir de la pauvreté, même dans nos propres familles. Enfin, il suffit que vous parliez 5 minutes avec vos grands-parents, demandez-leur leur enfance. Vos grands-parents ont vécu la pauvreté. Et je ne vous parle pas de la pauvreté qui est au SMIC. Le SMIC, pour tes grands-parents à l'époque, c'était la richesse. Parlez avec vos grands-parents 5 minutes, demandez-leur comment c'était. Ils vous diront qu'ils n'étaient pas malheureux, mais ils vous diront qu'ils avaient très froid et aussi très faim. Il faut prendre conscience que le capitalisme a sauvé beaucoup d'entre nous. Mais reconnaître cela ne signifie pas non plus fermer les yeux sur les conséquences. Et oui, je suis certaine que tout ça participe largement au réchauffement climatique. Pour moi, c'est une évidence. Il n'y a même pas besoin d'aller voir des scientifiques ou d'être climatologue pour comprendre que des milliards de machines, d'usines, de véhicules et d'activités humaines ont un impact sur notre environnement. Oui, c'est l'homme qui crée le réchauffement climatique. En tout cas, qui l'accélère. Il y avait peut-être déjà un réchauffement climatique naturel, ça pourquoi pas, c'est possible, mais l'homme l'accélère. Mais en fait, c'est tellement évident qu'il n'y a pas besoin de faire d'études là-dessus. Il suffit d'avoir des yeux et de regarder autour de soi. J'ai une amie qui revient tout juste du Sénégal, elle est sénégalaise, elle a un titre de séjour, et elle me disait
et je trouve ça absolument passionnant, parce que je trouve ça très intéressant. Elle me disait qu'elle était au Sénégal il y a 1 mois, et elle venait de rentrer. Et elle est rentrée, il y avait la canicule en France, et elle me disait: «C'est bizarre parce qu'au Sénégal, il fait plus chaud, mais ici, la canicule, c'est insupportable. Au Sénégal, ça passe. La température est plus élevée là-bas et le ressenti est pire chez nous. Pourquoi?» Je n'ai aucune compétence pour expliquer ce phénomène, mais je ne peux pas m'empêcher de penser que c'est à cause du béton, du goudron, des villes. Enfin, tout ça, ça réchauffe l'air, en fait, autour de nous. Il existe sûrement des études sur le sujet d'ailleurs, il faudrait que je me renseigne. Elle n'a pas supporté la canicule. Elle m'a dit: «J'ai jamais vécu ça». C'est quand même bizarre, sachant qu'en France, on n'a pas un taux d'humidité extraordinaire non plus. Je sais qu'il y a certaines régions du monde où, selon le taux d'humidité, ça crée un ressenti un peu plus fort. Pour moi, la vraie question n'est pas de savoir s'il faut arrêter l'IA ou l'accepter aveuglément. La vraie question, c'est comment faire pour qu'elle devienne compatible avec notre planète. Vous avez 4 heures. Bref, là, je vais aller visiter la chapelle des Hobbits et je profite du coup d'aller visiter pour faire du contenu pour vendre mes formations d'intelligence artificielle. Je comprends que vous puissiez vous dire: «Non mais attends, comment on peut être aussi paradoxal?» Mais je sais que je suis une femme complexe, je suis Verseau. Évidemment, cela n'est pas du tout un argument. Connaissez-vous l'église de la plus petite commune des Côtes-d'Armor? 74 habitants, nichée près de Guingamp. Allons découvrir l'église Saint-Anvelle. Je me demandais aussi récemment, qu'allons-nous laisser dans les livres d'histoire? Notre génération, qu'allons-nous laisser dans les livres d'histoire? Enfin, c'est peut-être un petit peu prétentieux dit comme ça. Hem, quels événements les historiens étudieront sur notre période? C'est mieux. Le premier, c'est évidemment le phénomène migratoire. Là, je ne vais pas faire je ne vais pas me faire des amis à gauche. C'est le plus grand chamboulement de notre société. On peut aussi parler, de la colonisation, hein, évidemment. Certaines personnes qui sont minoritaires ont une envie de coloniser notre pays. Ils le disent très clairement, ce n'est pas moi qui le dis. Internet a de la mémoire et du coup, nos historiens pourront étudier ces vidéos. Ça fera une bonne base d'études. Eh ben, ils nous ont colonisé 132 ans. Et là, c'est notre tour de venir ici pour comment t'expliquer là, je n'ai pas trouvé les mots. Ils nous ont colonisé 132 ans. Et maintenant, on va les coloniser à vie jusqu'à la mort, jusqu'à la fin des temps. Pour l'instant, ce sont une minorité, mais j'ai envie de dire jusque quand. Surtout, hier, j'ai vu les vidéos, forcément, comme tout le monde. Après tout, on le sait. Enfin, moi, personnellement, je le sais. Donc, ça ne me choque pas. Enfin, ça me choque, évidemment, le nombre me choque. Mais, tout le monde sait, quoi. Surtout en tant que femme. Je verrais un groupe d'hommes étrangers arriver comme ça, en masse, dans mon pays. Je sais ce que font les étrangers quand ils arrivent en masse dans un pays. Mais comme nos ancêtres ont fait en Afrique, hein. En Afrique, et comme dans tous les pays colonisés, les hommes, quand ils arrivent en masse dans un pays, violent les femmes. Pas tous les hommes, pas tous les hommes. Tous nos ancêtres n'ont pas violé des femmes. Une grande partie de nos ancêtres ont violé des femmes. Vous savez que moi, je crois en la mémoire collective. Je crois que les peuples ont une mémoire collective. Et quand tu parles souvent avec des femmes venant de pays africains, généralement, quand elles parlent des hommes, elles disent toujours: il faut se méfier des hommes blancs. Et il y a vraiment cette expression d'homme blanc qui revient souvent. Et je suis certaine, évidemment, j'allais dire ce n'est pas prouvé, si, ce fut prouvé, mais la mémoire collective garde ça. Pourquoi il y a une telle méfiance envers les hommes blancs? Pas les femmes blanches, les hommes blancs. Je suis certaine que les ancêtres de leurs ancêtres, de leurs ancêtres, de leurs ancêtres ont répété cette phrase. Méfiez-vous des hommes blancs, méfiez-vous des hommes blancs. Et aujourd'hui, elles la répètent. Pourquoi? Les hommes blancs ont violé toutes ces femmes. Et forcément, ça laisse des traces. Mais comme dans toutes les conquêtes, sans exception, les femmes sont toujours les premières victimes. Toujours. Il n'y a donc aucune raison que des étrangers qui aujourd'hui arrivent en France, en Europe, ils vont faire pareil. Le statut d'immigré n'est pas un statut de vertu, loin de là. Il n'y a aucune raison que ça n'arrive pas. Le corps des femmes est toujours le premier signe de conquête. La question, c'est qu'est-ce qu'on va faire? Dans l'avenir, qu'est-ce que l'on va faire? Parce que là, on n'est qu'au début de la vague migratoire. Je pourrais vous donner mes solutions, mais je pense que vous allez les trouver un peu trop radicales. Il y a des vidéos, vous avez vu, où ils ont essayé de rentrer dans des logements et tout en pleine nuit. Mais imagine, tu es une femme, tu vis seule. Je pose juste la question. Tu es une femme seule. Tu as des jeunes hommes d'une vingtaine d'années qui rentrent par effraction dans ta maison en pleine nuit, tu es en pyjama. Qu'est-ce qu'ils vont te faire? Tous les migrants ne sont pas des violeurs, évidemment, d'accord. Mais les féministes, elles disent tous les hommes. Alors, sur la base de tous les hommes, qu'est-ce qu'ils vont te faire?
Dans un groupe d'une vingtaine d'hommes, il y en a bien un qui va te violer, en fait. Donc, qu'est-ce qu'on fait? J'ai été manger chez mamie, elle m'a fait de la viande. On est vendredi. Normalement, elle sait que je ne mange pas de viande le vendredi. Je pense qu'elle a dû oublier, elle a dû sortir de la viande et elle n'a pas pensé. Moi, je n'ai pas osé lui dire, donc je n'ai rien dit, mais je n'ai pris que la moitié. J'ai pris que la moitié de la viande. J'ai fait un petit signe de croix. Tu prends que la moitié, tu fais attention à ton poids. Mamie a toujours les mots qu'il faut. Après, ça ne me fait pas de mal, je pense, de manger un peu de viande. Je ne mange jamais de viande dans mon quotidien. Donc, c'est pas grave. Voilà, c'est pas grave. Je ne vais pas aller me fouetter. Ah oui, aussi, elle m'a parlé. Alors, les livres. Vous savez, les livres que je leur ai achetés. Une catastrophe. Même papy, bon, que mamie ne soit pas contente, je savais qu'elle n'était pas très emballée par le projet. Mais papy, il était trop content, comme je vous l'avais dit. Et en fait, il me dit, c'est n'importe quoi. Les questions, c'est n'importe quoi. Ce ne sont pas des questions qui sont adaptées à des grands-parents qui vivaient au fin fond de la Bretagne dans les années 50-60. Enfin, et ça pose des questions, quel était votre film préféré et des choses comme ça. Enfin, il n'y avait pas de film préféré, il n'y avait pas de télé, il n'y avait pas de ciné. Quelle est votre musique préférée? Ils n'avaient jamais entendu de la musique. Et c'est drôle parce qu'ils trouvent pas ça intéressant. Quand ils me racontent, ils disent, mais nous, notre enfance, il n'y a rien à raconter. On est resté enfant jusqu'à 16 ans et à 16 ans, on est devenu adulte et on est parti pour trouver du travail. Enfin, il y a pas d'enfance, il y a pas d'adolescence, en fait. Il y a rien à raconter. Et moi, je trouve ça passionnant. Je dis, mais moi, je trouve ça passionnant. Enfin, que vous n'ayez rien à raconter. C'est justement ça qui est intéressant, c'est de voir à quel point la société a évolué à une vitesse, on ne s'en rend même pas compte. Enfin, je trouve ça absolument passionnant. Mais eux, ils trouvent pas ça passionnant à raconter parce qu'ils disent, il y a rien à raconter. Il y a pas des gens qui passaient chez nous pour raconter des choses. Enfin, il y avait pas de copains. Enfin, il y avait juste l'école à 4 kilomètres à pied. Ils achetaient pas de vêtements. Mamie m'a dit ça, on n'achetait pas de vêtements. J'ai eu une fois une robe neuve. Mais sinon, j'avais les vêtements, j'avais de la chance. Elle m'a dit j'avais de la chance parce que ma sœur était plus grosse que moi. Du coup, je pouvais reprendre ses vêtements et les tricoter. Mais du coup, ouais, il y a rien à raconter. Et moi, je trouve ça tellement passionnant. Mamie me disait, mais on faisait rien la semaine. On allait à l'école à pied, donc c'était moins agréable l'hiver. Ils arrivaient à l'école, ils étaient trempés. Et puis voilà, quoi. Et puis après, on aidait un peu à la maison. Et le dimanche, on allait à la messe. J'ai posé la question, j'ai dit la messe, elle était en français ou en latin? En latin. Ah. Avant Vatican II, donc. Je trouve ça passionnant. Ah oui, elle me disait aussi que, bien sûr, à l'école, on la forçait à parler français, parce que eux, ils parlaient breton. Vous savez, la France, c'est quand même, c'est un peu ta mère toxique. Elle est très exigeante envers sa population, mais elle n'est pas exigeante avec la population qui vient d'ailleurs. C'est la mère toxique qui va toujours soutenir les enfants des autres plutôt que ses propres enfants. Je trouve ça tellement passionnant de voir à quel point tout est allé vite. Peut-être, tu vois, que justement, comme mon grand-père et ma grand-mère d'ailleurs, me disaient à partir de 16 ans, ils sont adultes et ils doivent rentrer tout de suite dans la vie d'adulte. Il n'y a pas d'histoire d'adolescence. Maintenant, les gens, surtout les hommes, ils restent adolescents jusqu'à 35 ans, quoi. Tu te dis, comment on est passé de ça à ça en moins de 50 ans? C'est fou. C'est dommage qu'ils n'arrivent pas à prendre conscience à quel point c'est important d'avoir ce genre de témoignages. Bon, c'est pas grave. Qu'est-ce que je vous disais avant de partir? Oui, je vous parlais des choses que je pense qui seront étudiées, c'est ça? Oui. Donc je disais la première, l'immigration évidemment, mais le deuxième, je pense que ce sera la montée du fascisme. Vous allez me dire que je dénonce l'immigration. Oui, je pense que l'on peut dénoncer l'immigration sans forcément alimenter le fascisme. Et je suis contre l'immigration choisie. Je pense que c'est vraiment un truc de fils de pute. Et j'ai l'impression d'être bloquée entre deux idéologies. Une vague d'immigration qui nous mènera tous à notre perte. Et d'un autre côté, l'idéologie fasciste qui nous mènera tous à notre perte aussi. Étant de droite, je pourrais facilement faire comme toutes les personnes de droite actuellement. Je pourrais fermer les yeux et après tout, ça serait plus confortable. Mais je peux pas. Le mensonge ne mène pas... Enfin, le mensonge mène à l'enfer.
Et je ne pense pas que cette idéologie, ça soit tellement la tasse de thé de Jésus-Christ. Il n'y a pas de brebis galeuse. Il y a l'idéologie d'un parti qui attire les personnes de la même idéologie. Vous avez toutes vu cette vidéo, vous savez, avec le micro de BFM. Les pauvres, je pense pas qu'ils soient d'accord avec cela d'ailleurs. Où les personnes ils disent, bah vous voyez, autour du feu, il n'y a pas de noirs, pas d'arabes. On sait tous que ces gens-là, ils votent Rassemblement National. Est-ce qu'on a un doute là-dessus? Non. C'est leur fonds de commerce. Tu le sais qu'ils votent Rassemblement National, étant donné qu'ils récitent l'idéologie du Rassemblement National. Et le pire dans tout ça, c'est que c'est faux. Je n'ai pas beaucoup regardé l'actualité ces derniers temps, mais je me souviens au début, quand il y a commencé à avoir le feu, j'avais regardé, et je me souviens avoir vu un groupe de civils qui allait aider, et il y avait 1 ou 2 personnes noires. Si je ne dis pas de bêtises, je suis sûre d'en avoir vu une, et je crois qu'il y en avait une deuxième dans l'angle. Et je crois que c'était sur BFM TV. Donc ils pourront retrouver la vidéo et prouver à ces gens par A plus B que c'est faux. Il y avait des personnes noires qui aidaient à éteindre le feu. Si ces gens-là, ils allaient à la messe tous les dimanches, ils verraient de leurs propres yeux que s'il n'y avait plus de noirs en France, il n'y aurait plus d'identité chrétienne de la France. Le prêtre, il est noir, les personnes qui font la lecture, elles sont noires, les jeunes, pas les vieux, les jeunes qu'il y a sur le banc à la messe, ils sont tous noirs. Elles sont où les personnes blanches pour défendre concrètement les racines chrétiennes de la France? Pas à la messe en tout cas. Maintenant, il y a aussi une autre réalité, qui est la réalité démographique. Évidemment, il y a moins de Noirs et d'Arabes dans ce coin de France qu'à Paris. Donc forcément, proportionnellement, bah, tu en verras moins dans ta région. Enfin, bref, arrête de dire n'importe quoi. Sinon, bref, donc excepté ces 2 gros événements, qui est la montée de l'immigration et la montée du fascisme, en fait, ce n'est pas vraiment ça... Enfin, c'est pas vraiment ça dont je voulais parler au départ. Ce dont je voulais parler, c'était surtout au niveau des présidents. Est-ce qu'il y aura des présidents qui resteront dans l'histoire durant notre période? Bah ça, je ne crois pas. On n'a pas eu de président historique. Attendez, je vais mettre des nuances quand même. Non, attendez, je vais mettre des nuances. Parce que, par exemple, Marine Le Pen, si elle est élue présidente, elle restera dans l'histoire comme la première femme à avoir été élue présidente. Marine Le Pen sera étudiée dans les livres d'histoire comme la première femme française élue présidente. Ça restera gravé dans l'histoire. Après, ça restera aussi gravé dans l'histoire comme la femme qui a fait le plus gros casse de la Ve République. La plus grosse voleuse. Vous savez, j'ai appris ça il y a pas longtemps, que c'était le parti le plus endetté de France. Alors, il faut m'expliquer. C'est le parti le plus endetté de France, c'est le parti qui reçoit le plus d'argent public, étant donné que c'est le parti qui fait le plus gros score aux élections, c'est aussi celui qui reçoit le plus d'argent public, et c'est aussi celui qui a volé plus d'argent. Comment c'est possible d'allier ces 3-là? Après, ça va faire ouin les banques ne veulent pas prêter d'argent. Bah, c'est normal en fait. Enfin, tu as le trio gagnant là. Tu es endetté comme personne en France. Enfin, va essayer de faire un prêt immobilier avec des dettes comme ça. Mais aucune banque va te prêter de l'argent, c'est normal. Tu te rends compte? Ils sont obligés d'être mis sous tutelle. Peut-être ils savent tellement pas gérer leur argent qu'ils sont obligés d'être mis sous tutelle. C'est l'État se porte garant. Vous savez, comme nous, quand on avait 18 ans, la banque demandait à ce que nos parents soient garants. Il fallait que l'on ait les fiches de paye de nos parents, par exemple, durant les études supérieures, quand on voulait louer un appartement et tout ça, vous vous souvenez? C'était tellement la galère. Nos parents devaient toujours nous donner leurs fiches de paye et tout. Bah c'est pareil, en fait. Le Rassemblement National, ils ont besoin que l'État se porte garant, comme nos parents quand on avait 18 ans, quoi. Ils sont mis sous tutelle. Et vous remarquerez que ceux qui gèrent le mieux, ce sont les partis de gauche. Mais on sait pourquoi. Enfin, c'est logique. C'est parce que à gauche, ce ne sont pas des dreamers. Donc, ils ne passent pas sur la société, les restos à Paris, les voitures avec chauffeur, les gardes du corps. Enfin, ils n'ont pas besoin de ça, quoi. Ils n'ont pas besoin de ça. Voilà. À gauche, ils font des économies sur ce genre de choses. Ensuite, on n'en a pas beaucoup parlé. C'est vrai, je trouve que dans notre époque, on n'en a pas beaucoup parlé. Mais je pense que c'est une chose... Il est fabriqué aux États-Unis. Je pense que c'est une chose que l'on étudiera dans l'histoire. Je pense qu'on ne prend pas vraiment la mesure car on le vit à l'instant T. On n'est pas vraiment concentré sur cette affaire. Mais je pense que, évidemment, l'affaire de Nicolas Sarkozy, un des procès les plus graves de la Ve République, qui a quand même emmené le président de la République en prison. Mais je pense qu'on l'étudiera, par exemple, à la fac, des choses comme ça. On ne prend pas la mesure, comme je l'ai dit, parce qu'on le vit à l'instant présent, mais avec le recul du futur et le passé pour les autres, du coup, selon d'où on regarde, le futur pour nous, le passé pour ceux qui l'étudieront, je pense que ça sera étudié parce que c'est pas banal, quoi.
En tout cas, dans une démocratie libérale, ce n'est pas banal. Dans les dictatures, peut-être, mais normalement, non. Nous, ça sera étudié. Le seul moyen pour lui de ne pas finir dans les livres d'histoire, dans les pages les moins glorieuses, c'est de pratiquer le complotisme, le révisionnisme. La seule façon pour lui de sauver son image, c'est d'être d'extrême droite, finalement. La base. Et là, je vais vous surprendre, car je suis une femme surprenante. Je pense qu'Emmanuel Macron, oui, j'ai bien dit Emmanuel Macron, restera dans l'histoire. Mais pas pour un truc de fou, vous voyez. Il ne sera pas en couverture des livres d'histoire, n'exagérons rien. Mais c'est une chose que je pense depuis un petit moment, hein, d'ailleurs. Et pas due à des crises comme les gilets jaunes et tout ça. Bon, tous les présidents ont eu une crise de gilets jaunes, plus ou moins. Enfin, c'est clairement courant dans l'histoire, hein. Les jacqueries, c'est la base de l'histoire de France. Donc ça ne restera pas dans l'histoire. Non, je pense qu'il restera dans l'histoire. En tout cas, qu'il sera étudié par les historiens. Mais je ne pense pas qu'Emmanuel Macron sera vu par les historiens comme le pire président. Franchement, je ne pense pas. Je pense qu'il marquera les personnes qui l'étudieront. Parce que ils se diront, comment ça se fait qu'il n'a pas réussi? Ça, c'est trop bizarre. Comment ça se fait? Et c'est la question que l'on se pose un peu tous, d'ailleurs. Mais bon, c'est cool pour lui, parce qu'il intriguera les historiens. Et c'est déjà ça. Il laissera pas de mauvaises pages. Il laissera pas de bonnes non plus. Il intriguera. Oh, regardez, j'ai eu mon sac. Je n'ai pas pris un Royal Tapisserie parce que, comme je vous ai dit, je trouve que les modèles, ils sont vraiment pas jolis. C'est pas ce que j'attends, et ce n'est pas ce que l'on attend de ce style de sac, de ce style de création. En tout cas, je ne crois pas. Et étant donné qu'ils n'ont plus de site internet et qu'ils n'ont pas alimenté leur Instagram depuis 2020, je pense que j'ai plutôt raison. Ce n'est pas ça que les gens attendent. Vous voyez comment il est trop beau? En photo, j'avais peur qu'il fasse un peu cheap, et pas du tout. Parce que généralement, les chaînes en or et tout, ça peut faire très vite cheap. Et là, pas du tout, il est trop beau. Oh, je suis trop contente. On se voit tellement bien les filles cet hiver avec notre sac vintage et notre Levi's 501 vintage. Et celui-là, il est fabriqué où? On va voir ça tout de suite. Suspense. En Grande-Bretagne. Il est trop beau, il est juste la taille que je voulais et tout, il est incroyable. Et attendez, on va faire le test. Est-ce que le téléphone passe à l'intérieur? Il faut que je passe juste mon téléphone et ma carte bancaire. Mais je pense que ça va passer. Enfin, j'espère du coup. Attendez, j'ai ma coque. Ça passe pas. Mon téléphone passe pas. En tout cas, la coque de mon téléphone ne passe pas. Donc, mon téléphone qui est en train de filmer ne passera pas non plus. Oh non, je suis deg. Peut-être sans la coque, mon téléphone passera. J'ai l'iPhone 11. Écoutez, je verrai. Je vais tester ça tout de suite. Allez, bisous.